Mesdames et messieurs, bienvenue à un autre épisode de Bon en salle, le podcast du Théâtre des Esquerres. Donc, on enregistre, comme à l'habitude, quelques minutes avant le spectacle de ce soir. Salut Pierre-Marc. Salut Matt. Salut Benoît. Allô. Co-animateur adoré. On reçoit un invité de Marc. Marc Hervieux. Marc Hervieux, ben oui. Chanteur, animateur, directeur général du conservatoire aussi, dramatique et de musique. Ouais. Ça fait des gros agendas, n'est-ce pas? Ça fait des bonnes journées, comme on dit. Ça fait des bonnes journées, mais ça prend beaucoup d'énergie. J'en ai beaucoup. Mais c'est vrai que ça fait des très grosses journées. Tout ça en même temps. Mais c'est que du plaisir. Même si des fois, tu sais, depuis 1 an et demi maintenant là, que je dirige les 9 conservatoires de musique et d'art dramatique du Québec. Donc, 7 en musique, 2 en art dramatique. On pense souvent à Québec-Montréal, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus. Il y en a il y en a un magnifique en Abitibi, à Val-d'Or, un conservatoire de musique. Il y en a à Saguenay, il y en a à Gatineau, il y en a à Trois-Rivières, il y en a à Rimouski, il y en a à Montréal et Québec. Fait qu'en tournée, c'est facile de continuer à travailler, dans le fond. Ce matin, j'ai passé une partie de l'avant-midi au conservatoire à Val-d'Or. Je suis allé voir les gens. Il y a un jeune de 9 ans, Noah, qui est venu jouer pour moi parce qu'il est venu voir le spectacle hier à Val-d'Or avec sa mère. Puis là, il voulait absolument jouer pour moi, mais là, après le spectacle hier, c'était un peu compliqué. Fait qu'on s'est organisé, puis il m'a montré où c'est qu'il était rendu là, dans son apprentissage. Puis c'est vraiment, c'est super. Puis moi, comme, tu sais, le chant puis les spectacles, c'est pas la partie qui m'énerve bien gros, ça. Tu sais, moi, si je pouvais, là, j'arriverais à 8h moins 2 secondes, puis on commence. Les techs aiment moins ça. Oui, ça, les techs aiment moins ça. On essaie d'arriver le plus tard possible. Tu sais, souvent, nos tests de son sont à 6h, là, 18h, le plus loin possible avant le spectacle, pour que j'ai le moins de temps d'attente, là. Tu sais, moi, le temps, c'est compté, fait que c'est comme ça qu'on fait ça. OK. Puis qu'est-ce qui vous a amené à accepter ce défi-là de direction générale? Oh boy! Bien, ça, là, c'est une grande surprise dans ma vie. Jamais j'aurais... Bon, d'abord, moi, j'ai étudié au conservatoire. Il y a beaucoup trop longtemps. Étudier trop longtemps ou ça fait longtemps? Non, les deux. Moi, j'ai souvent dit depuis que j'ai fait le conservatoire que ça faisait partie des plus belles années de ma vie. Tu sais, on est privilégié d'abord au Québec d'avoir une institution aussi prestigieuse, tu sais, qui a 80 ans, à Val-d'Or qui a 60 quand même. Oui. Imagine, il y a 60 ans, un Belge et sa femme qui arrivent au Canada et qu'on envoie à Val-d'Or. Il y a 60 ans, là. Rappelons-nous, il y a 60 ans. Parce que les villes sont jeunes ici en Abitibi. Fait que, il y a 60 ans, là, c'était pas Val-d'Or d'aujourd'hui. Pour dire, va partir une école de musique, tu sais. C'était quand même audacieux, là. C'est Wilfrid Pelletier lui-même qui a supporté ça. Puis, ah oui? Oui, M. Davignon. Okay. Sa femme est décédée il n'y a pas très longtemps, cette année, en 2023. J'ai pu la rencontrer quelques fois. Oui. Donc, moi, je ne m'attendais pas à ça, même que quand on me l'a proposé au mois d'avril 2022, je sortais d'animer une soirée pour le concours musical international de Montréal. Puis, il y a une personne qui s'est adressée à moi en disant qu'elle était mandatée par le gouvernement pour me parler. Puis, tout de suite, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? mes impôts encore. Qu'est-ce que j'ai pas payé, là? C'est ça. Mais là, elle m'a dit ça textuellement, tu sais, le gouvernement voudrait que vous preniez la direction générale des conservatoires de musique et d'art dramatique du Québec. J'étais tellement pas prête à ça que je pensais que je me faisais jouer un tour. Fait que là, on était dans une salle où il y avait plein de miroirs en plus. Fait que là, je me disais, c'est sûr qu'il y a des caméras derrière les miroirs. Là, fait que j'ai challengé la dame en lui disant, là, je peux pas vous parler de ça là, mais demain, reparlons-nous, appelons-nous. Fait que j'ai dit, si elle insiste qu'on en parle là, c'est parce qu'il y a des... Là, c'est une joke. Puis elle a pas insisté. Fait que là, je me disais, c'est pas une joke. Puis c'était flyé parce que le matin de cette même journée-là, m'était fait offrir de remplacer un morning man qui laissait sa place à Montréal là, dans la radio commerciale. Moi, ça fait des années que j'anime à Radio-Canada, mais... Fait que là, j'étais comme... Quel bizarre de journée, tu sais, où tout t'arrive. C'est quoi ça, tu sais? Puis moi, il y a des opportunités. Ouais, c'est ça. Un choix, là.
Alors, le choix était... tu sais, c'était pas un choix... De toute façon, c'était pas un choix monétaire. Tu sais, c'était pas ça. C'était surtout de qu'est-ce que j'avais envie. Puis là, je me disais, j'ai envie de garder mes spectacles, de continuer à faire des spectacles. Si je suis morning man puis que j'arrive de faire un spectacle à 1h du matin à la maison, puis qu'à 3h15, il faut que je me lève pour aller à la station, peut-être qu'à un moment donné, mon corps va dire, Marc, oublie ça, ça marchera pas. Bon, OK. En même temps, ça me tentait. Mais là, après, quand est arrivé vraiment la volonté de transmission, c'est-à-dire que moi, je me suis trouvé bien chanceux de faire ça il y a plus de 30 ans, le conservatoire, d'apprendre, d'être vraiment, tu sais, parmi les chanceux qui fait une formation d'exception là, dans une institution comme ça. Fait que j'ai dit, OK, je vais voir. Puis, je me suis retrouvé j'ai accepté, on a négocié, parce que pour prendre un emploi comme ça là, au gouvernement, le contrat commence par à l'emploi à temps plein et exclusif du gouvernement. J'ai dit, moi, je veux faire ma radio encore, je veux faire mes spectacles. Puis même, je trouvais ça primordial de pouvoir continuer à faire mes choses dans le monde du spectacle pour continuer à voir comment ça se passe, tu sais, dans le monde musical ou théâtral. Parce que j'ai toujours eu un pied dans les deux. Fait que finalement, on a renégocié ça, puis ça s'est fait. Fait que c'est comme ça. Mais au début, là, j'ai pris du temps. J'ai plongé tout de suite là-dedans là, au mois d'août. Là, j'ai commencé officiellement. J'étais nommé le 1er juin 2022 au Conseil des ministres. Puis le 22 août, là, je suis rentré en poste. Mais entre le 1er juin et le 22 août, finalement, j'avais des réunions sans arrêt par Teams. Là, mais quand je suis rentré en poste, là, je me suis dit, go, OK, je plonge là-dedans, puis on verra si j'aime ça ou non. Puis j'ai adoré ça. Presque instantanément. Mais c'est énervant. Écoute, t'es tout à coup gestionnaire d'un immense budget, premièrement. J'avais peut-être un peu géré mes tournées ou ces affaires-là, mais j'avais rarement géré 35 millions de dollars. Donc, tu changes à Proust. Toi, Pierre-Marc, t'as-tu déjà fait ça? Oui, tout le temps. Et quand on prend les étudiants et les professeurs et le personnel, j'avais non plus que très rarement ou jamais géré 1300 personnes. Fait que tu sais, c'est une grosse décision. Puis pendant l'automne, là, j'ai pataugé là-dedans. On a réalisé beaucoup de choses. J'ai senti que l'équipe était vraiment derrière moi. Puis tout de suite après, à la pause des fêtes, là, je sentais que j'avais pris la bonne décision. T'étais à la bonne place, t'étais au bon spot. Ils t'ont-tu dit pourquoi c'est toi qui as approché? Parce que tu sais, il aurait pu prendre... Mettons que c'est sûr qu'il n'aurait pas pris tout le monde avait refusé. Tout le monde avait refusé. Ah ouais? Tout le monde avait refusé? Non, mais tu sais, parce que c'est un poste de gestion, fait que demander à un artiste, que c'est pas nécessairement des artistes qui sont les meilleurs gestionnaires en général. En fait, oui, on m'a expliqué parce que j'ai demandé, tu sais. Parce que la première chose que je leur ai dit dans l'espèce de... en fait, je me suis rendu compte 2-3 jours après avoir parlé à la dame. J'étais en Teams, là. On était encore, tu sais, dans la période de pandémie. J'étais en Teams, mais je me rendais compte que j'étais dans une entrevue. Tu sais, là, j'étais comme... Non, je suis dans une entrevue. Puis là... C'est pas le même genre d'entrevue que t'es habitué. Ouais, non, tu sais. Puis là, j'ai réalisé ça, puis là, je me suis dit... moi, je le connais bien, le conservatoire, parce que je l'ai fait. Mais après, j'ai gardé contact. Je l'ai vu quand même, tu sais, il a traversé une période extrêmement difficile en 2014, quand à ce moment-là, c'était le gouvernement libéral qui a décidé oui, c'était l'austérité, rappelons-nous. Et l'austérité venait avec la directive à Hélène David, la ministre de la Culture de l'époque, qui faisait 2 semaines qu'elle était nommée, puis on lui disait, tu fermes les conservatoires. La chose qui est incroyable à penser, c'est que, parce que j'ai eu la chance d'aller luncher avec Hélène David cet automne. J'avais parlé d'elle à Radio-Canada, à la radio, puis elle m'a écrit un courriel. Après, elle m'a dit j'aimerais ça aller luncher avec toi, je vais te raconter l'histoire de 2014. La menace de fermeture. J'ai dit, je vais y aller, fait que je suis allé. Puis, ce qui est surtout spectaculaire dans ça, c'est que en 1942, quand ça a été créé, les conservatoires, ouverts en 43, mais créés en 42 par une loi, il y avait Wilfrid Pelletier dans ça, puis plein d'autres mondes, mais entre autres, le grand-père et la grand-mère de Hélène David. Athanase David, c'est le grand-père qui a créé ça. Fait qu'elle, elle se dit, je suis ministre de la Culture, puis moi,
je vais fermer les conservatoires comme mon grand-père et ma grand-mère ont créé. Ça marche pas, tu sais. Aucun sens. Elle s'est battue contre son propre gouvernement. Yes. Puis elle a réussi à les tenir ouverts. Puis après ça, ben, je dirais qu'il y a eu une période où ça a été difficile. Puis on a fait un long détour pour répondre à ta question, mais c'est que donc je suis le 8e directeur en 10 ans. Oh shit! Ouais, parce que justement, on a beaucoup essayé de replacer tout ça avec plutôt des gestionnaires. Moi, quand je me suis rendu compte que j'étais dans l'entrevue, la première chose que j'ai dit, je ne suis pas un gestionnaire. Moi, j'ai pas de connaissances ou d'études. Et là, on m'a dit, ben c'est ça qu'on a décidé d'essayer. Parce qu'on a eu beaucoup de gestionnaires depuis X, Y années. Puis là, on voudrait un artiste, donc quelqu'un qui connaît bien le milieu musical théâtral, que les gens du milieu connaissent bien, qui a fait le conservatoire, puis qui est dans le fond, comment je dirais ça, un visionnaire, mais aussi un rassembleur, tu sais. Fait que c'est ça qu'il avait décidé, parce qu'il y avait eu, je ne sais pas si vous aviez vu ça, il y avait eu comme une espèce de période difficile où ils avaient essayé de nommer Makakoto, qui avait été ministre de la Culture. Oui. Puis là, ben ça a fait, tu sais, là, parce que là, ils ont dit que c'était de l'ingérence politique. En tout cas, ça avait fait toute une chicane. Ce qui fait que le poste de directeur général était par intérim par le directeur des études depuis un long moment. Okay. Fait que le directeur des études, qui est mon directeur des études présentement, lui, pendant, je pense, 1 an et demi, là, il a été directeur financier, directeur des études, puis directeur général. il avait hâte, j'arrive. Ouais, c'est ça. C'est ça on travaille super bien ensemble. Oui. Puis là, lui, enfin, il peut faire les vraies affaires pour lesquelles... Il peut dormir. Il peut dormir aussi. C'est ça aussi. Pauvre gars. Mais c'est ça, tu sais, c'est donc une longue réponse à ta question, mais tu sais, c'était un contexte qui a fait qu'eux autres, on m'a dit qu'ils avaient comme fait une liste de critères, tu sais. Puis, ils se sont donné le comité là, qui engageait, ou en tout cas qui recommandait au Conseil des ministres l'embauche. Ils ont mis des critères, puis ils se sont dit, on va rajouter des noms à la fin. Je n'étais pas le seul là, dans les noms, mais j'imagine que j'étais assez placé haut dans la liste de noms pour qu'ils me contactent. Puis après ça, ben cette pseudo-entrevue que j'ai passée sans savoir que c'était une entrevue dès le départ, moi, j'avais pas de... Tu sais, c'est pas comme quand tu vas passer une entrevue pour une job, puis tu la veux au bout, puis là, tu te prépares, tout ça. Moi, j'ai juste dit ce que je pensais du conservatoire avant que j'y sois, pendant que j'y étais, depuis que je suis parti, puis ce que je vois pour le futur. Puis ça a plu, semble-t-il. Félicitations. C'est un gros mandat. En même temps, tu avais zéro stress parce que tu n'as pas de préparation. Non. Puis pas de pression. C'est pas que c'est pas d'ambition, parce que j'y crois beaucoup, tu sais, puis ça. Mais c'est juste qu'à ce moment-là, c'était tellement une surprise que je m'attendais pas à ça, donc... Bon, ben, si j'y suis, tant mieux. Si je suis pas, ben, je ne change rien à ma vie. Là, je sais ça, c'est ça, je suis un morning man. Là, vous êtes... Ou pas. Vous êtes chanteur d'opéra de formation, musicien. Est-ce que le côté théâtre vous boude un peu ou ça va bien? Non, pas du tout. Ben non. Je viens de... La semaine passée, là, j'ai joué au Diamant à Québec. Ça, c'est énervant, ça. Tu joues au Diamant, c'est quand même le théâtre de Robert Lepage. C'est de la lutte qu'il fait là. Il y a eu aussi de la lutte. C'est super flyé, tout ce qu'ils font. Mais moi, c'était du théâtre, ça donne. Même si c'est un sujet musical, c'est du théâtre. On a fait une pièce sur la vie de Maria Callas, qui aurait eu 100 ans le 2 décembre dernier. Puis, tu sais, à la première, au Diamant, t'as Robert Lepage dans la salle. Puis, bon, moi, j'ai fait la mise en scène de la pièce. C'était ma première mise en scène au théâtre, puis je joue dedans. Fait que là, tu te dis, bon, s'il aime pas ça, ben d'après moi, il viendra juste pas me parler après, puis il va s'en aller. Mais non, il est resté jusqu'à bien tard. On a eu bien du fun. C'est une pièce qu'on a commencé en septembre, qu'on promène partout à travers le Québec. Encore pour un an et demi certain. Là. Vous voir au Théâtre des Esquerres dans une couple d'années? Ah, sûrement, qu'on va venir faire notre tour. Mathieu fait signe que oui. Il y a de la pression au bord. Hey, c'est juste 3 personnages, là. C'est facile à tourner, ça. Mais c'est ça, tu sais, ce monde, dès le départ, là, quand j'ai été nommé, tu
Tu sais, moi, j'ai appris une affaire dans la vie, puis on l'apprend tous à différents moments de nos vies. J'ai appris très rapidement qu'on peut pas plaire à tout le monde. Mais quand on est jeune, on veut ça. On voudrait donc plaire à tout le monde, tu sais, comme artiste, là. Puis là, tu fais quelque chose que tu considères vraiment très bien, là. Puis là, ben, tu te rends compte bien vite que t'as plein de monde qui trouve ça super poche, eux autres. Ouais, mais il y a la règle du 7%, où 7% c'est du monde insatisfait, peu importe ce que tu vas faire. Fait que déjà là, tu vas te breaker. Puis avec les médias sociaux qui est plutôt négatif aussi, ben, tu vas entendre ces voix-là bien fort. Ben, tu sais, moi, au moment où j'ai commencé, c'était encore des critiques dans les journaux. Là. L'Internet n'existait même pas. Ça, c'est tough à dire, mais c'est ça pareil. L'Internet n'existait pas. Les réseaux sociaux, certainement pas non plus. Mais moi, là, je suis au conservatoire, puis je suis une espèce de petit singe savant dans le sens que, il y a un ténor. Tu sais, la Mère Nature en a pas donné beaucoup de ça. Fait qu'un ténor aussi qui est capable de faire du répertoire, tu sais, vraiment romantique, très, très difficile à faire, tout ça. Fait que j'étais l'espèce de saveur du mois, tu sais, à longueur d'année. Première année, je rentre au conservatoire, ils me mettent tout de suite dans un opéra. Parce qu'ils ont besoin de moi. Puis, ça, c'est stressant, j'imagine? Ouais, tu sais, parce que j'ai pas... Moi, c'est ma première année. Je suis jeune. Puis, imagine que Claude Gingras, à l'époque, le redoutable Claude Gingras, qui était le critique musical de la presse, se présente à la générale de l'opéra. Puis, le lendemain, fait une critique catastrophique de moi. Juste de toi? De moi. La chose était correcte. Le jeune étudiant de moi. Puis moi, aujourd'hui, je suis capable de... Puis avec toutes les critiques extraordinaires que j'ai eues de Claude Gingras dans ma vie, je suis capable de comprendre bien longtemps, bien des années plus tard, que c'était un peu pour faire « Hey, le jeune... Hein, on va te montrer comment ça marche, le milieu, puis tout ça. » Il voulait te rendre humble. Ce que ça a fait, là, c'est que moi, comment tu dis? Il voulait te rendre humble. Bon, un peu. Mais moi, j'avais pas tête enflée, là. J'arrive, tu sais. Mais ce que ça a fait, là, c'est que moi, je vois ça qu'il y a une critique dans la presse de notre opéra, fait que je lis ça. Hey, là, je suis démoli, mes amis. Tu sais, il n'y a rien qu'il n'a pas dit. Là. Il a dit que j'avais l'air d'une truite au fond d'une rivière. Il a dit... Il n'y a rien qu'il n'a pas dit. Là. C'était effrayant. Là, je lisais. Là, je pleure toute la journée. Tu sais, t'as 21, 22 ans. Ouais. Là, tu veux donc plaire à tout le monde. Puis là, je pleure toute la journée. Puis là, je veux même pas aller au conservatoire parce que c'est la première ce soir-là. Là, je veux pas y aller, je veux pas le faire, mais bon, je me rends pareil. Là, j'arrive, aussitôt que quelqu'un me parle, là, je braille. Ben, je vous jure, comme on est là, quand ça a commencé, là, je suis en coulisses, là, puis je veux pas y aller. Je veux pas y aller. Puis Lorraine Prieur, qui a été un prof extraordinaire pour moi, qui était la directrice de l'atelier d'opéra, là, c'est vraiment, là, exactement comment ça s'est passé, là. Wow, elle m'a poussé. J'étais sur scène. Je me suis mis à chanter. Tu peux faire rendu là. C'est ça. Trop tard. Mais je voulais pas y aller. Aïe, aïe. Fait que, tu sais, ça, entre autres, on se rend compte qu'on on peut pas plaire à tout le monde. Quand moi, j'ai été nommé, j'ai reçu une vague d'amour là, de mon milieu musical classique, puis du milieu théâtral. J'ai reçu énormément de messages du milieu. T'es pas inconnu à ce milieu-là non plus. Non, c'est ça. J'avais joué quand même quelques fois. Puis le milieu, en fait, ce qui saluait de toute façon dès le départ, c'était le fait que il y ait un artiste qui soit à la tête des conservatoires. Parce que les autres, ils revendiquaient ça depuis longtemps. Puis en fait, ils avaient trouvé ça comme la cause au fait que ça va pas bien au conservatoire, que la personne à la tête soit pas... Oui, c'est ça, exactement. Trop bureaucratique, tout ça. Puis je suis obligé de dire que, tu sais, quand moi je suis arrivé, quand j'ai vu comment c'était fait, puis avec les commentaires qu'on m'a dit, mais c'est vrai que c'était pas la bonne solution à cette époque-là. Peut-être que, tu sais, dans une autre époque, c'est différent, mais là, il s'apprenait quelqu'un de sensible à la vraie situation d'artiste. Puis ça donnait une crédibilité.
Donc, je sais qu'il y en a qui n'étaient pas contents de ma nomination, mais après, c'est ça. Mais après 1 an et demi, on a tellement réalisé de choses. Entre autres, j'ai réussi à aller chercher presque 40 millions de plus au gouvernement pour les conservatoires. Là, étonnamment, les gens qui n'étaient pas contents de ma nomination, on les entend pas parler. Attends 2 ans, mais ça disparaît. C'est ça, tout à coup, quand je vais avoir, là, ils vont dire « Je vous l'avais dit, t'sais. » Mais dans ma première année là, de gars qui n'est pas gestionnaire, j'avais 3 conventions collectives à renégocier, dont celle des professeurs. Vous savez présentement ce qui se passe dans notre monde? Moi, je l'ai faite cette année. Tu comprends, le ministre de l'Éducation. Mes 3 conventions collectives, là, des employés professionnels, des employés administratifs et des professeurs, mes 3 que j'ai négociés avec mon équipe, évidemment, c'est été accepté à 100% par les membres. Tu sais, c'est des affaires que tu dis, hey, mon Dieu, je pensais jamais faire ça dans ma vie. Effectivement. Bon, et puis ça a bien été. Et puis l'argent qu'on est allé chercher, un 30 millions qu'on est allé chercher en allant cogner aux portes de ministre de la Culture, au Conseil du Trésor, au Premier ministre, tout ça. Puis là, tu t'expliques toute ton affaire. Puis un projet. Moi, mon but, c'était d'augmenter le nombre d'élèves en musique à 1000 élèves. Okay. Fait que pour ça, j'avais besoin d'un support, évidemment. C'est beaucoup dans les régions. Tu peux pas juste arriver puis dire, hey, donnez-moi plus d'argent. Ouais. Ça fait longtemps que vous n'avez pas donné, donnez-moi plus d'argent. Non, ben pourquoi tu veux de l'argent? Fait que j'avais monté 3 projets, puis je me disais, ben peut-être qu'ils vont accepter les 3, peut-être qu'ils vont en accepter 1 ou 2, ou tout. Bon. Puis finalement, il y en a un qui a été accepté, celui là, des élèves à 1000. Puis avec ça, après, ben c'était ma responsabilité aussi d'aller fouiller dans les entrailles du monstre, tu sais, depuis longtemps. Puis là, ben tout à coup, j'ai trouvé une subvention qui avait été accordée au conservatoire par le Conseil du Trésor, mais tu sais, genre en 2010, qui n'avait jamais été versée. Oh. Fait que là, on est allé faire là, mon directeur des finances a fait le suivi, puis tout ça. Oups, tout à coup, ça nous a rapporté de l'argent de plus, 8,6 millions de plus. Fait que, tu sais, c'est juste ça. Ouais, c'est 8,6 millions qui dort. Ouais, non, mais c'est fou de penser ça, hein? Mais tu vois, c'est ça dans mon apprentissage. C'est 2 games des Kings. Comment tu dis? C'est 2 games des Kings. Oui, c'est ça. Oui, mais leur saison dure juste 2 matchs, hein? Fait que c'est ça, tu sais, fait que c'était vraiment un beau moment. J'ai une équipe exceptionnelle, puis ça, je veux le dire, je le dis autant de fois que je peux publiquement, parce que ça, c'est énervant aussi. Tu sais, moi, j'arrive, puis la direction générale, c'est 6 personnes, incluant moi, plus des employés, bien sûr, mais 6 personnes qui gestionnaires. Puis il faut que ça clique, hein? Il faut que ça... Puis là, ça clique du feu de Dieu. Je veux dire, c'est capoté, c'est extraordinaire. Fait que tout le monde est vraiment motivé par les résultats qu'on a eus. Le plus beau résultat que je peux dire, c'est... Donc, à l'automne, je suis rentré, j'ai décidé de faire un truc qui n'avait jamais été fait au conservatoire, une campagne de publicité pour les admissions. Fait que là, on a mis période d'admission, on a mis ça sur les autobus à Montréal, à Québec. Il y a plein d'affaires qu'on a faites. On a fait, tu sais, dans l'algorithme, là, si quelqu'un va pour, je sais pas moi, voir c'est quoi ça prend pour rentrer dans une université en musique ou dans une école de musique, bien, s'il sort de là puis qu'il rouvre son téléphone, la publicité qu'il va avoir, c'est le conservatoire. Il va du référencement qui est fait, c'est cool. Je sais pas comment ça s'appelle, toutes ces affaires-là, mais je trouve ça vraiment extraordinaire. Faut que ça soit fait, en fait, là, c'est ça. Oui, puis ça décloître un peu, parce que, tu sais, le conservatoire, ça donne une impression que c'est fermé, que c'est une élite, que c'est un... tu sais, fait que, ouais, c'est une belle... Plus de l'élitisme, que c'est accessible. Puis moi, c'était ça que je voulais dire au monde, dans mes entrevues, tout ça, parce que moi, là, je viens d'Hochelaga-Maisonneuve, quartier d'ouvriers de Montréal. Je ne lisais pas une note de musique quand je suis rentré au conservatoire. Ils m'ont pris sur le talent que j'avais sur mon instrument, qui était le chant.
Fait que je veux le dire tout le temps. Ça prend, bien sûr, peut-être un petit bout de talent, mais ça prend surtout beaucoup de détermination. Parce que moi, là, pour apprendre le solfège, la dictée musicale, puis toute la formation auditive, là, ben, vu que je savais rien de ça, le samedi, j'allais avec des petits kids de 7-8 ans, j'avais 23 ans. Fait que c'est une belle leçon d'humilité, là. Marc, calme-toi, puis écoute, fais comme Jérémy. Oui, c'est ça. Puis on s'entend qu'on était comme une dizaine, puis c'était moi le pire de la gang, le moins bon, là. C'était moi vraiment le cancre, tu sais. Toi qui avait le chapeau d'âne dans le... exact. Fait que, puis eux autres, quand ils prenaient la pause, c'était la récréation, là. Fait que t'allais jouer au ballon, t'allais jouer au pied. Ballon chasseur, je prends Marc! mais juste, il y a Marc! Ouais, c'est ça. C'est une belle leçon d'humilité, tu sais, dans une vie. Puis, ce qui est très drôle, c'est qu'aujourd'hui, tu sais, je montre ça à mes filles. Quand j'étais à la maternelle, j'ai encore mes bulletins, tu sais, ma mère a tout gardé mes affaires. Puis là, je leur sors mon bulletin de maternelle, où ma maîtresse de maternelle avait écrit à la main à la section musique. C'est écrit « peut difficilement reproduire une mélodie ». Fait que moi, je montre ça à mes filles, puis je leur dis « tout est possible ». Tout est possible. Ah oui, c'est clair. Sky's the limit. Des pommes de rainette, des pommes d'api. C'est ça. Tu sais, c'est comme... Ouais, exactement. Donc, c'est un parcours singulier, là, tu sais, que j'ai fait qui est très différent de certains parcours plus classiques. Mais il n'y a pas un modèle, là. Tu sais, chacun le fait avec ce qu'il est. Et puis, c'est sûr, je suis bien fier de ça. Mais au bout du compte, je pense que l'ensemble des gens dans les conservatoires sont vraiment contents que je fasse partie maintenant de la solution. Tu sais, on fait tous partie de la solution. On a beau dire, là, les élèves autant que les profs, tu sais, si tout le monde a envie que le conservatoire fonctionne bien, soit accessible, qu'on y apprenne, tu sais, vraiment... Parce qu'on a failli le perdre. On a réellement failli le perdre. C'est ça qui est le plus choquant, dans le fond. Exact. Ça a été un peu un concours de circonstances aussi, que ce soit la petite fille des grands-parents qui avaient ouvert ça. Là, c'est quelqu'un d'autre, puis cette personne-là n'a peut-être pas le même attachement, puis bing bang, c'est fini. Ah, ben là, fini. le premier ministre m'a dit de faire ça, je vais faire ça. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. J'ai vécu une anecdote au Conservatoire à Montréal. J'ai fait les auditions en théâtre. On a fait la tournée. J'ai accompagné un ami. On a fait toutes les écoles de théâtre. Puis je me souviens que la fin de semaine, les 2 fins de semaine, parce qu'on est allé en 2e audition, brag. Le stage. Ouais, c'est ça. La fin de semaine de stage, j'étais... C'est ça, juste de rentrer dans ce bâtiment-là, il y a quelque chose qui... Mais d'abord, c'est un super bâtiment. Là, tu rentres, il y a une grande verrière. Je ne sais pas si c'est encore ça aujourd'hui, mais c'est super impressionnant. Tu vois les salles, puis tous les étudiants, puis il y a quelque chose de... Je sais pas, en même temps, il y a un esprit créatif là, vraiment magique. Puis de rentrer en salle d'audition dans le Théâtre Rouge, je crois. Oui, exactement. Puis là, il fallait présenter notre texte d'audition, puis l'auteur. Puis nous, c'était un des textes à l'Ouest solitaire de Martin McDonough. Puis là, je me rappelle, j'avais dit à mon ami Michael, à ce moment-là, j'avais dit, tu sais, imagine-tu, je me mélange, puis au lieu de dire Martin McDonough, je dis Ryan McDonough, qui est un joueur du Canadien. Là, évidemment, là, bonjour, puis je t'ai présenté vos extraits. Oui, on va faire l'Ouest solitaire de Ryan McDonough. Martin. Puis là, c'est des jeux qui sont dans la salle, tu vois rien, il fait noir. Fait que là, t'as aucune idée c'est qui, probablement des comédiens connus et reconnus. J'étais humilié, là. Ouais, mais en même temps, tu sais. Des choses qui arrivent. Ben, non seulement c'est des choses qui arrivent, mais tu sais, comme on dit, been there, done that. Ouais. Dans le sens que, tu sais, on l'a vécu, le moment où tu veux te liquéfier là, devant des gens qui te jugent pour ça. Moi, quand j'ai fait le conservatoire était dans l'édifice Ernest Cormier, dans le Vieux-Montréal. C'est les grosses colonnes. Quand on voit n'importe quel procès dans un film américain qui est tourné au Québec, c'est là. Le hall d'entrée est spectaculaire. Écoute, on rentrait là-dedans, là, on sentait que le plafond doit être à 30-40 pieds. Tu sais, c'est incroyable, là. Mais, écoute, il y avait quelque chose
grandiose pour nous autres, tu sais. Puis après, bon, il a déménagé, la cour d'appel du Québec a repris le building, a déménagé sur Henri-Julien, le building dont tu parles. Et au départ, c'était pas du tout, ça marchait pas pantoute. Là. Okay. C'était le building, c'est encore. Il y a aussi l'ENAP là-dedans, donc l'école d'administration publique de l'UQAM. Puis ça marchait pas parce que les locaux étaient pas insonorisés. Fait que, écoute, t'avais quelqu'un qui jouait du tuba, puis l'autre de la clarinette, puis l'autre du violon, puis tout le monde s'entendait. Puis c'était catastrophique. Puis, il est arrivé une affaire, vraiment, c'était un hasard, là. Il y a eu un feu. OK. Il y a eu un feu sur le toit pendant des rénovations. Puis, ça a fait qu'il y a eu tellement d'eau qui a coulé que tout a été à refaire. Puis là, ben ils ont dit, on va refaire ça correctement, puisqu'il faut le refaire. Un mal pour un bien. C'est ça qui a donné le théâtre, les salles de concert, tout ça. C'est un très beau bâtiment à Montréal. Mais celui à Val-d'Or, là, je ne sais pas si vous êtes déjà passé, là, c'est beau, là, le conservatoire à Val-d'Or, il est extraordinaire. Bien, justement, là, quand il y a des gens qui ont travaillé fort, là, parce que quand moi j'étais étudiant, je venais à Val-d'Or, mais c'était dans une ancienne école, dans le sous-sol. Puis là, ils ont travaillé fort pour construire le nouveau building, la grosse affaire, tu sais, des citoyens qui se sont impliqués, les subventions. Donc, le building a ouvert, là, puis c'est genre 1 mois après qu'il y avait la menace de fermeture. Imaginez l'affaire. Oui, c'est mettre autant d'efforts. C'était comme, tout le monde est comme, non, ça, c'est sûr. Fait que ça, puis bien d'autres raisons, a fait qu'il y a beaucoup de monde qui sont montés aux barricades pour dire aussi, tu sais, il y a la ministre, mais il y a beaucoup de gens dans le milieu qui sont montés aux barricades pour dire, hey, écoutez, c'est impossible de penser qu'on va fermer ça. Ça n'a pas de sens. Ben non, c'est ça. Mais tu sais quoi, quand je suis rentré au conservatoire en musique, je commence le conservatoire, puis je réalise très rapidement qu'il n'y a pas de cours à ce moment-là pour les chanteurs de jeu d'acteurs. Okay. Puis moi, ben, ce qui m'intéresse, c'est de jouer à l'opéra. Tu sais, il y en a, c'est peut-être plus le concert, tout ça, mais moi, je veux jouer des personnages, je veux jouer à l'opéra. Fait que je fais toute la première année, mais là, je trouve ça un peu ordinaire, tu sais, puis là, je m'informe, puis non, c'est comme ça, puis juste des petits cours de jeu, ben, mais vraiment très basiques. Donc, la deuxième année, pendant la première année, pour la deuxième année, je m'inscris aux auditions du Conservatoire d'art dramatique. Je fais les auditions du Conservatoire d'art dramatique. On m'amène jusqu'au stage. Et là, on me dit, « Monsieur Hervieux, on me prend part. Monsieur Hervieux, qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut choisir. » Bien, je dis, « Non, je ne veux pas choisir, je veux faire les deux. » Parce qu'on ne me donne pas une formation d'acteur en musique. Puis j'en ai besoin d'une pour jouer à l'opéra. Bien sûr que c'est un texte chanté, mais c'est encore plus difficile un texte chanté qu'un texte parlé. Fait, ben, peut-être que je dis n'importe quoi en disant ça, tu sais, c'est très différent. Fait que là, la réponse qu'on m'a donnée, c'est on ne peut pas créer ce précédent-là. Donc, choisissez. Fait que finalement, je suis resté en musique, mais j'ai réussi à négocier avec ceux qui étaient à l'art dramatique, que des profs de l'art dramatique commencent à monter, parce que dans ce temps-là, nous autres, on était au 3e étage, là, dans l'édifice Cormier. Puis les gens, des profs de jeux, de combats, de toutes sortes d'affaires, là, viennent nous donner des cours. Fait que c'est là que ça a commencé. Fait que je suis un peu fier de ça. Hein, fait que ton poste de directeur général a commencé vraiment plus tôt. Ouais, il a commencé à 23 ans, finalement. Ouais. Peut-être, effectivement. Mais c'est toi qui payais pour travailler. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, je suis fier de ça parce que c'est encore comme ça. Donc, les chanteurs qui rentrent au conservatoire, entre autres à Montréal, là, ont vraiment une formation complète avec un enseignement de jeu, parce que c'est primordial aujourd'hui. Tu sais, les chanteurs ne peuvent pas arriver sur le milieu du marché, dans le milieu du travail, puis ne pas savoir jouer, là, parce qu'on veut ça des jeunes chanteurs d'opéra. Avant, à mon époque, j'étais dans la dernière gang que tu rentrais sur scène, tu chantais ton air, tu ressortais, puis tu avais fait ton personnage. Mais là, on est ailleurs. Là, On approche déjà de la fin, mais est-ce qu'il y a des gens dans le public qui auraient des questions, peut-être? Les gens sont Je pense que les gens sont un peu gênés. Ils sont contents du tour de roue qu'on a fait. On a bien discuté. On a choisi les bons sujets. Bonnes anecdotes. Allez, ça, c'est...
On va répéter pour les gens sur l'enregistrement. Donc, est-ce qu'on demande si tu aimes mieux l'opéra ou les chansons populaires? Chanter. J'aime les deux autant. C'est très différent parce que moi, je crois que je dois utiliser la technique vocale que j'ai appris, mais faut quand même doser. Parce que un chanteur d'opéra qui chante pour moi une chanson populaire trop opératique, ça marche pas. Ça marche pas. Mais tu sais, ça, c'est comme ça aussi dans l'opéra. Dans l'opéra, si tu chantes de l'opéra italien, puis si tu chantes de l'opéra français, puis si tu chantes de l'opéra allemand, c'est une façon de faire différente, qui utilise la même technique vocale, mais une façon de... je vais utiliser un terme anglais, mais le delivery là, est différent. Ce qui fait que un peu ton accent de chant. Non, c'est pas c'est pas tant. Tu sais, par exemple, par exemple, dans l'italien, tu sais, on est très très là, les émotions dans le tapis, la voix toujours en force, en puissance, tout ça. Alors que dans l'opéra français, on est vraiment plus dans quelque chose de plus élégant, plus raffiné, plus petit, beaucoup plus de nuances. Fait qu'il faut respecter ça, tu sais. À l'opéra italien, par exemple, il y a aussi dans la tradition des notes que c'est les chanteurs qui ont rajoutées à la partition. Tu sais, toutes les notes aiguës et suraiguës, la plupart du temps, les compositeurs n'avaient pas mis ça dans leur partition quand ils composaient. C'est les chanteurs, pour montrer qu'ils étaient capables. Des show-off. Exact. Qui ont fait des choses. Puis là, ben ça, c'est devenu comme une référence, parce que si t'es pas capable de faire ce que lui faisait, ben t'es moins bon. Ouais, il se gardait de la job, c'est ça qu'il faisait. Un bel exemple, là, dans Traviata, la Traviata qui chante l'air, son air très connu, là, le Sempre Libera du premier acte. Sempre Libera del Gilo, taratira, ta. Puis à la fin, ça finit avec une contre-note là, de fou, là. Ça doit être un contre-mi, ou je sais pas, faudrait que je vérifie. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé c'était quoi, mais il y a beaucoup de chanteuses qui le font pas, puis des fois, on est comme déçus, mais Verdi, il a jamais écrit cette note-là. Là. C'est juste qu'un jour, il y a une chanteuse qui était capable de faire ça, puis c'est devenu une référence, tu sais. C'est ça. Donc c'est une façon différente de chanter, mais moi, j'aime vraiment tout. J'apprécie le chant, puis j'apprécie des fois de mettre la couleur peut-être un peu plus classique dans une grande chanson. J'ai écouté il y a 2 semaines à Télé-Québec qui diffusait le spectacle des Cowboys fringants à la Maison Symphonique. Ouais. Le mélange, donc il y avait l'orchestre symphonique puis des chanteurs d'opéra aussi, entre autres. Dominique Côté. En fait, c'est moi qui devais faire ce show-là. C'est vrai? Ben, c'est-à-dire que pas qu'il devait. L'OSM m'a contacté pour faire ce show-là. Okay. Puis dans mon horaire, il y avait comme trop de représentations que j'allais manquer. Alors moi, j'ai dit, écoute, ça marchera pas, c'est sûr. Tu sais, à un moment donné, t'as pas le choix. Mais Dominique, qui le fait, ce show-là, c'est avec lui que j'ai fait tous les Néligans. Que j'ai joué l'Opéra Néligan 3 fois dans ma vie, 3 productions. Okay. Et c'est toujours avec Dominique. Dans l'Opéra Néligan, tu as le Néligan jeune de qui on voit sa vie, puis le Néligan vieux qui, lui, regarde sa vie. Parce que Néligan, rapidement, a écrit tous ses poèmes de l'âge de 16 ans à 19 ans. Puis à 19 ans, s'est fait, dans le fond, arrêté par son père pour l'interner à l'hôpital psychiatrique jusqu'à l'âge de 62 ans. Où il est mort. Atroce. Donc, il a été interné pendant 42 ans de sa vie pour crime de poésie. T'sais, aujourd'hui, là, ça serait un original. Peut-être, on dit qu'il y avait peut-être une certaine forme de schizophrénie, mais en même temps, je veux dire, aujourd'hui, il serait médicamenté, puis il serait suivi, puis tout ça. Il est juste pas né au bon moment. Mais tous ses poèmes ont été écrits entre l'âge de 16 et 19 ans. Et puis, donc, comme je connaissais bien Dominique, j'étais content que ce soit lui. Là, c'est l'OSM qui a appelé Dominique, mais j'étais content que ce soit lui, tu sais. Puis lui, finalement, c'est devenu un projet bien plus grand que ce qu'il pensait au départ, parce que ce show-là, ils l'ont fait et refait et refait. Et puis, ça a marché beaucoup. Là. Puis l'œuvre des Cowboys fringants, ça t'a-tu marqué comme artiste? Oui, oui. Il faut que je sois honnête. Tard, pas au moment où ça... Je te dirais, là, depuis 5 ans, j'étais comme...
je prenais conscience de l'importance de l'œuvre puis du groupe. Puis c'est sûr que c'est, tu sais, avec mes enfants aussi, ils me font découvrir beaucoup d'affaires, pas découvrir, ou en tout cas me conscientisent sur bien des affaires. Tu sais, j'ai une de mes filles, Chloé, celle du milieu, qui est très, très musique francophone. Fait qu'elle, elle m'a fait tellement découvrir des affaires. Avant même que ce soit très populaire, tu sais, par exemple, je sais pas, moi, Big Flo et Oli, personne les connaissait, puis elle écoutait ça, puis elle me faisait découvrir ça. Puis là, je faisais mon SMAT parce qu'à Radio-Canada, je faisais des chroniques musicales, mais je me servais de ces choix musicaux. J'avais l'air super hot là, dans l'avant-garde. Mais je l'avouais, pareil. Je disais, cette chronique est grâce à ma fille. Cette chronique était grâce à ma fille, tu sais. Mais puis il y en avait plein d'autres. Les louanges, au début, personne ne le connaissait. Puis je parlais de lui à la radio parce que ma fille me faisait écouter ça dans l'auto, tu sais, puis je tripais, j'étais comme « wow! Ouais. » Fait que ça, c'est une affaire que j'aime beaucoup, tu sais. Moi, je trouve que quand on se restreint à juste une affaire, on est un peu plus pauvre. Tu sais, je me sens riche, moi, de m'intéresser à plein de styles musicaux, parce que je dis toujours que dans n'importe quoi, il y a des bonnes affaires. Dans n'importe quel style, il y a des bonnes affaires puis il y a des mauvaises affaires. C'est pour ça que j'aime le country, Pierre-Marc. Ah, moi, j'adore le country. J'ai été élevé avec le country. Ah oui, OK. J'ai été élevé avec le country. Et puis, tu sais, quand je pense justement au country maintenant, par rapport au country que mon père écoutait quand j'étais enfant, hey, c'est capoté, là, comment ça a évolué. Mais je trouve ça super intéressant. Mais c'est ça. J'aime découvrir. Fait que c'est quand que t'es ténor, Matt? Ben oui. Je pense que ça n'arrivera jamais. Ben, ta voix a déjà beaucoup évolué depuis le temps. Oui. Peut-être on avait fait le podcast en 2010. Ah non, c'était un piccolo. Il parlait comme une chauve-souris. Merci beaucoup, Marc. Grand plaisir. Merci à vous autres d'être là. Merci à bon spectacle toi. Et à bientôt. Oui, oui. Bon succès pour la suite au conservatoire. Merci pour le petit cours d'histoire. Bonne fin de soirée. Salut.